Buongiorno a tutti, presentiamo oggi il webinar che si intitola Guider l'apprenant, former un lecteur scripteur, comment activer les compétences littéraires. Diamo il benvenuto a Michela Mengoli, professoressa del liceo Luigi Galvani di Bologna, formatrice ESABAC per la regione Emilia-Romagna e autrice del corso La vie des lettres a marchio Rizzoli Languages. Vi comunico che alla fine del webinar verrà inviato via mail ai partecipanti un attestato di partecipazione e troverete nel sito rizzolieducation.it alla pagina dei webinar i materiali, tra cui la videoregistrazione di questo webinar. Grazie mille. Bonjour à tous et à toutes. C'est la première fois que j'expérimente cette forme de communication asymétrique et j'espère que tout se passera bien. Nous allons feuilleter ensemble ce manuel de littérature qui vient de sortir et je vais vous proposer quelques réflexions sur l'enseignement, apprentissage de la littérature et de la littérature française et francophone. Et comme vous le savez, depuis le début du français langue étrangère en tant que champ de discipline, les textes littéraires sont des outils didactiques privilégiés parce que ils réunissent des objectifs à la fois culturels, méthodologiques et linguistiques. Et la littérature est donc le champ de l'interdisciplinaire par excellence. Et le statut de l'enseignement de la littérature fait problème et fait l'objet des longs débats parmi les spécialistes. Aujourd'hui, nous allons commencer cette réflexion par une vidéo, parce que chaque chapitre de la vie des lettres a été enrichi par des contenus en ligne. Et donc, on va d'abord regarder cette vidéo, une de deux vidéos qui sont présentes à l'intérieur de chaque chapitre, une vidéo d'analyse d'une œuvre d'art et une vidéo d'introduction à la vie littéraire de la période en question. Et on verra après que ces vidéos peuvent être utilisées pour des activités de classe inversée. Mais maintenant, allons d'abord plonger dans la Renaissance grâce à cette vidéo. À tout à l'heure. La Renaissance, c'est une époque de redécouverte du passé, ce que dit bien le préfixe heureux, mais pour inventer l'avenir, ce que dit bien le mot naissance. C'est le mouvement même de l'humanisme, la relecture de textes antiques, mais pour inventer des temps nouveaux. C'est un âge d'or de la traduction, un âge d'or de la traduction des classiques, classiques grecs et latins, Cicéron, Plutarque, Ovide, la Bible également, qui est traduite ou retraduite en latin par Erasme, traduite en allemand par Luther, mais aussi traduction d'auteurs plus modernes, d'auteurs italiens par exemple, comme Pétrarque ou Boccace. C'est également l'âge d'or de la poésie extrêmement florissante tout au long du siècle. D'abord au début du siècle avec Clément Marot, qui est l'auteur qui fait la jonction, la transition entre le Moyen-Âge, l'art des grands rhétoriqueurs, et le début du XVIe siècle. Il y a l'école lyonnaise, parce que Lyon est une ville extrêmement importante culturellement et intellectuellement. Vous avez des grands poètes lyonnais, comme le poète Maurice Sèvres et les poétesses Bernadette Duguillet ou Louise Labbé. Puis enfin, dans la deuxième partie du siècle, vous avez un groupe de poètes extrêmement célèbres, la Pléiade, dont les deux étoiles les plus brillantes sont Joachim du Bellay et surtout Pierre de Ronsard. Alors Ronsard, qui de son vivant a été sacré trace des poètes, qui a une œuvre immense et qui a inspiré énormément de jeunes poètes. Par exemple, Agrippa d'Aubigné, l'auteur des Tragiques, qui chante les guerres de religion à la fin du siècle. Alors le siècle est donc poétique avant tout. Ça ne veut pas dire que la prose est négligeable. Avec l'humanisme, les discours de savoir se multiplient. Les traités de médecine, les traités de droit, les récits de voyage, par exemple celui de Jacques Cartier, les récits du fictionnel aussi, comme celui de Marguerite de Navarre, l'Heptaméron. Mais c'est surtout le XVIe siècle, l'époque où sont écrites deux immenses œuvres de la littérature française. D'abord l'œuvre de François Rabelais dans les années 1530, donc sa série de romans, de récits à la fois comiques et philosophiques qui mettent en scène les deux géants, Gargantua et Pantagruel, dans des aventures incroyables.
fin du siècle, vous avez les essais de Montaigne, qui sont un texte capital, aussi bien philosophiquement que littérairement, un texte qui invente une forme nouvelle, qui suit le cours, qui mime la pensée de Montaigne, et qui sont le premier texte, un premier grand texte de réflexion en langue française. Voilà, donc nous avons regardé ensemble cette vidéo qui a été proposée en tant que vidéo de révision du chapitre. Il y a une vidéo pour chaque chapitre de la vie des lettres. Mais ces vidéos peuvent aussi constituer des vidéos d'amorce pour des activités de classe inversée dont nous allons parler tout à l'heure. Ensuite, nous allons nous attarder un peu sur l'importance de définir ces objectifs et de planifier ces séances. Nous allons feuilleter un chapitre ensemble, le XVIIIe siècle, et finalement réfléchir sur comment former à l'ère actuelle un lecteur-scripteur, qui est le titre de ce cours séminaire. Alors d'abord, on va réfléchir ensemble sur la classe inversée. La classe inversée est une méthodologie très à la mode maintenant, et comme vous le savez, la classe inversée consiste dans l'activation d'un modèle pédagogique axé sur la prise des paroles des élèves. Au lieu d'apprendre exclusivement les notions transmises par leurs professeurs dans un cours magistral, et les élèves sont invités à participer activement au cours. Et ce sont eux qui introduisent l'auteur ou la période objet d'étude. Voyons comment. Il faudra d'abord bien expliquer aux élèves la démarche. Il faudra donc bien expliquer à vos élèves votre démarche et leur préciser qu'ils vont travailler en auto-apprentissage. Je pense qu'il vaut mieux mettre tout de suite l'accent sur l'autonomie du parcours que vous allez entamer ensemble, mais surtout sur le fait qu'ils devront respecter les idées des autres. Pour commencer, on peut donc demander, et c'est ça l'élément de nouveauté de la classe inversée, de regarder la vidéo à la maison. Par exemple, cette vidéo-ci, une vidéo de présentation du cours du siècle ou d'une période, une vidéo qui résume donc et explique le cadre littéraire. Chaque vidéo est très courte, 5 minutes maximum, et la tâche peut donc être proposée sans souci. Suggérez à vos élèves de prendre des notes pendant le visionnage. Au début du cours suivant, vous pouvez tester très rapidement leur compréhension. Comme ils peuvent regarder la vidéo chez eux, donc ils peuvent stopper, recommencer, réécouter. Normalement, la compréhension ne fait pas problème et ne devrait pas constituer un souci. Vous pouvez constituer ensuite des groupes même de 4 élèves et demander à chaque groupe de vérifier les réponses aux questions de compréhension que vous avez préparées ou que vous avez trouvées dans le manuel. Vous pouvez profiter de ce moment pour observer votre classe au travail, pour écrire vos remarques personnelles sur les dynamiques à améliorer, sur ce qui fonctionne et sur ce qui semble ne pas fonctionner. Après cette première phase, donc de mise en commun des contenus de la vidéo, vous pouvez demander au groupe d'élèves d'élaborer une carte heuristique du siècle, comme par exemple ici, il y a une carte de la période des Lumières, un schéma, ce qu'on appelle en italien une mappa, une carte heuristique qui résume le cadre littéraire de la période en question. Ici, il y a une carte, par exemple, qui concerne un auteur. Vous pouvez demander aux élèves de
d'écrire, de faire un plan, d'élaborer la caractéristique de leur groupe, ou bien d'aller lire le cadre littéraire sur le livre et d'intégrer la caractéristique proposée. Évidemment, moi, je ne vous conseille pas, très sincèrement, de passer uniquement à des activités de classe inversée. Il faut alterner le cours magistral, les activités d'apprentissage coopératif, la classe inversée. On peut, à la rigueur, mélanger des activités d'apprentissage coopératif et des activités de classe inversée. Mais de cette manière, la littérature sera mieux assimilée. Les élèves pourront aborder l'étude d'un chapitre ou d'un cadre de façon plus autonome et surtout beaucoup plus consciente. Ces fascicules, avec le manuel, vous trouvez un fascicule de cartes héuristiques et peut fournir un appui précieux à des activités des classes inversées. Vous pouvez par exemple prendre des vidéos qui sont maintenant disponibles ailleurs. Par exemple, il y a les vidéos des bons profs qui sont très courtes et qui se prêtent, ou des documents INA très courts qui concernent un auteur ou une période, et demander à vos élèves de visionner la vidéo à la maison. Un cours, donc, ils peuvent schématiser, un cours comparer leurs schémas et comparer avec les informations qu'ils retrouvent dans leur manuel ou sur la carte heuristique et l'enrichir. Et à mon avis, c'est un bon moyen de faire prendre conscience de la complexité de la littérature et d'activer surtout un processus métacognitif fondamental qui permet de visualiser les contenus et d'établir des liens entre eux. Toutes ces activités peuvent se combiner avec des activités de projet ou d'actualité. Et dans le manuel, on propose souvent des activités de projet où il y a une étiquette projet ou d'actualité actu. Toutes ces activités se prêtent à des moments où ce sont les élèves qui illustrent à travers un exposé, un thème, un sujet ou un travail. Il faut, à mon avis, d'après mon expérience, et après je vais lire les commentaires et voir un peu ce que vous en pensez, ce qui est très important est mettre l'accent sur la participation active du reste de la classe. Donc, s'il y a par exemple 3 élèves qui font un exposé, l'enseignant va fournir une grille, une petite grille, ou par exemple va demander au reste de la classe d'évaluer à travers une liste d'appréciation préétablie, il vaut mieux que ce soit préétabli par l'enseignant, ou bien un schéma à compléter avec les principales notions de l'exposé. De cette manière, toute la classe participe activement au cours en prenant la parole, ce qui est capital dans l'apprentissage de toute langue étrangère. Comme là, il y a une autre caractéristique du Moyen-Âge et des activités de faire le point qui peuvent être utilisées même pour faire présenter aux élèves en classe, etc. Maintenant, je passe à un autre point qui est la définition des objectifs et des séances. Comme vous le savez, malheureusement, le temps à notre disposition pour nos cours est de plus en plus rongé par d'autres activités. Il faut donc programmer encore plus soigneusement ce qu'on va faire, en renonçant à l'idée de pouvoir travailler en classe sur toutes les pages proposées, par exemple dans un manuel, par un manuel. Cette définition des objectifs peut même être décidée avec les élèves en utilisant les pages d'ouverture du manuel. Il y a des pages d'ouverture du manuel qui peuvent être utilisées, proposées pour des activités de remue-ménage afin d'abord
d'activer les préconnaissances que les élèves ont déjà sur un siècle en auteur, pour demander ce qui pourrait les intéresser davantage et donc définir ensemble les objectifs. Dans cette définition des objectifs, il est très important de se questionner sur le cadre d'enseignement-apprentissage dans lequel nous travaillons. Au cours d'une formation précédente, on avait proposé cette grille, une grille que vous trouvez, ça fait partie des programmes d'enseignement d'histoire et littérature et langue et littérature italienne dans les sections ESABAC en France. Donc, c'est un peu le point de vue renversé par rapport aux sections ESABAC italiennes, mais si vous enseignez dans un lycée linguistique, vous aurez d'autres objectifs. Peu importe. Il est très important de prendre en considération les objectifs institutionnels, donc le cadre même normatif. Ces objectifs-là, dans leur formulation, me paraissent très intéressants. Pourquoi? Parce qu'il y a cette belle comparaison entre les niveaux B1 et B2 qui nous permet de voir déjà à partir du biennio quels sont les objectifs incontournables pour aborder l'étude de la littérature plus tard au triennio et surtout de réfléchir à comment on peut mettre l'accent, par exemple, sur la réception, la production, et donc, quels sont les objectifs sur lesquels travailler de manière prioritaire? Donc, les objectifs, en fonction aussi, comme vous le voyez, des niveaux du cadre européen de référence, mais aussi des objectifs avant de, par exemple, aborder le XVIIIe siècle, le XVIIe siècle, le XXIe siècle, des objectifs pensés et cogités de façon à stimuler l'intérêt des élèves, initier les élèves à la littérature tout en respectant leur niveau de langue, qui fait souvent un peu de problème, pour rendre le cours de littérature aussi un cours de culture et d'interculture, pour promouvoir quelles sont les activités que je vais mettre en place pour promouvoir l'interdisciplinarité et pour apprendre aux élèves à analyser, donc d'abord à repérer des éléments textuels, plus tard à les mettre en rapport, comment ils vont apprendre à faire des recherches, comment ils vont finalement connaître un auteur et son œuvre. Et je passe maintenant à je voudrais feuilleter avec vous un chapitre de la vie des lettres. Un chapitre, voilà, par exemple, le XVIIIe siècle, les pages d'ouverture dont on a parlé tout à l'heure, avec que quelques éléments, une image, et il y a un appareil iconographique qui est très très riche dans ce manuel que vous pouvez utiliser en classe et qui est très intéressant d'utiliser. Et d'ailleurs, on s'attarde beaucoup, on passe beaucoup de temps sur les images, sur l'iconographie, les tableaux, etc. Donc, les pages, la double page d'ouverture qui peut être mise en rapport avec les pages de faire le point à la fin du chapitre. On peut éventuellement anticiper les pages de faire le point et avec la vidéo. Puis, vous avez des cadres, un cadre historique, un cadre où il y a à chaque fois un personnage. Bon, dans le cas du 18e, il y a deux personnages parce qu'il y a deux femmes, comme on entend tout le temps parler de l'importance des femmes, mais au 18e siècle, mais on ne les voit jamais, ces pauvres femmes. Alors là, il y aura un texte, c'est tiré du discours sur le bonheur de Madame du Châtelet, que
bon, j'aime bien, et qui est vraiment une femme des Lumières. Et là, il y a deux personnages, Madame de Pompadour et Marie-Antoinette d'Autriche. Donc, pour chaque siècle, il y a un personnage pour animer le cadre historique. Il y a aussi une ville. Pour le XVIIIe siècle, c'est Bordeaux, en raison du commerce triangulaire et de l'importance de Bordeaux, de la ville de Bordeaux au XVIIIe siècle. Puis, il y a un cadre artistique avec la vidéo, une autre vidéo d'analyse d'un tableau que vous pouvez utiliser en classe. Vous pouvez exploiter en classe, nous pouvons exploiter en classe pour activer la compréhension. Il y a toujours des questions de compréhension. Pour activer l'intégration du tableau, du document iconographique, par exemple pour ceux qui travaillent en section ESABAC, en filière ESABAC, ou même pour donner une idée un peu plus précise à travers l'analyse d'une œuvre, d'un tableau, donner une idée un peu plus précise d'un siècle. Et je dois dire que ces vidéos sont utiles aussi pour apprendre à analyser, à faire l'analyse d'un objet. Ensuite, vous avez encore, avec des tirants, une analyse iconographique d'un tableau. Les élèves apprennent comme ça à eux-mêmes à faire des remarques, par exemple, sur un texte ou sur un tableau. Et le cadre littéraire, un cadre littéraire très soigné avec des questions guides à côté, cadre qui met toujours l'accent même sur des aspects un peu moins bien connus. La sélection anthologique avec des textes incontournables que vous trouvez tout le temps, que vous trouverez dans tous les manuels, et d'autres un peu plus, des textes que j'ai choisis parce qu'ils marchent bien en classe, en général, avec différentes activités et même des mises en rapport entre un texte et un autre. Par exemple, le texte du Nègre de Suriname de Voltaire, mise en rapport avec la lettre sur l'esclavage de Montesquieu et d'autres. Et des activités, comme je vous le disais, qui permettent aux élèves de relier, donc de comprendre qu'il y a effectivement une vie de l'être, que la littérature est quelque chose de vivant, d'animé. Par exemple, ici, sur cette page célèbre de Voltaire, on demande si ils connaissent des cas judiciaires, des cas d'injustice en réalité. Que seriez-vous prête à faire pour combattre l'injustice? Et on donne une série d'options en demandant éventuellement d'allonger cette liste. Je vais assez rapidement, je feuillette assez rapidement. Vous avez, voilà, par exemple, encore Diderot, un texte moins connu, un texte de Diderot, Critique d'art, c'est Le Salon de 1763. Les élèves doivent reconnaître, retrouver les tableaux. Et je passe. Dans chaque page, dans chaque chapitre, excusez-moi, il y a une comparaison avec la littérature italienne. Ici, par exemple, c'est Leopardi et sa vision du progrès mise en rapport avec les Lumières. C'est un passage tiré du dialogue de Tristan et d'un ami, et les élèves doivent petit à petit un peu comprendre comment comparer des textes. Cette page est une page qui se prête évidemment, qui a été conçue à raison de la méthode ESABAC, de l'essai bref ESABAC, mais aussi dans une perspective interdisciplinaire pour ouvrir des portes vers les autres collègues et l'interdisciplinarité qui devient, à mon avis, de plus en plus importante, quel que soit le lycée dans lequel on travaille.
Il y a dans le manuel, voilà, j'en reparlerai un peu plus tard, des commentaires et des essais brefs déroulés. Donc, des questions, mais aussi des réponses. Pourquoi? Parce que les élèves, on n'apprend pas si on n'a jamais des modèles. Donc, il y a les questions comme à l'examen, mais aussi les réponses. Donc, quelqu'un a répondu. Cela permet aux élèves de s'emparer, par exemple, du vocabulaire, de la méthode, de voir comment sont articulés les paragraphes, comment, s'il y a des connecteurs, quels sont les connecteurs utilisés, comment on passe de l'introduction au développement à la conclusion, etc., etc. Et c'est très utile pour les enseignants, pour les professeurs et même pour la classe, pour les apprenants. On peut même partager, on peut même critiquer ces commentaires et ces brefs. Et voilà, finalement, ils ont des textes modèles parce qu'on a dit que ce qui est intéressant est de former un lecteur-scripteur. Donc, on a choisi d'expliciter la méthode. Voilà, avec la réflexion personnelle et tout et tout. Ce sont évidemment des exemples. On peut changer, on peut même proposer la réflexion personnelle et demander aux élèves d'écrire la lettre et après comparer. Puis, voilà, il y a par exemple dans chaque chapitre une page dans laquelle un critique littéraire, dans ce cas c'est Michel Delon, grand savant du XVIIIe siècle, qui a écrit un ouvrage qui se situe à moitié entre l'essai et le roman, un roman qui s'intitule Diderot, cul par-dessus tête, un roman sur Diderot qui retrace la vie de Diderot, mais qui parle aussi de la complexité de la vie et de l'œuvre de Diderot. À côté, il y a la parole à Roger Chartier. Chartier, un autre grand savant, professeur au Collège de France, qui parle de l'encyclopédie. Et puis, cinéma, bon, ici, il y a toutes les versions des liaisons dangereuses, donc pas uniquement la plus connue, mais aussi des versions moins connues qui se prêtent à des travaux en classe. Et voilà, vers l'essai bref, ici, c'est la quête du bonheur, un thème cher aux Lumières. Il y a les 5 textes, donc il y a un texte de Montesquieu, un texte de Montale, le poème Felicità raggiunta, et un document iconographique, et ensuite un extrait de Rousseau et un autre justement du discours sur le bonheur d'Émilie du Châtelet. Évidemment, comme l'essai bref, j'estime, est une épreuve difficile pour les élèves italiens. Donc ici, il y a des questions guides pour chaque texte, ce qui n'est pas vraiment prévu par la méthode, mais pour les acheminer, j'ai choisi de les accompagner. Donc après, ces questions vont disparaître. Ils vont apprendre tout seuls, petit à petit. Mais là, il y a encore quelques petites propositions, surtout pour les textes présentés. Et voilà la conclusion du chapitre avec la caractéristique qui se trouve en réalité. Je reviendrai à l'autre fichier. Donc, voilà, on a feuilleté ensemble un chapitre. Je vous propose juste quelques réflexions sur cette idée de former un lecteur scripteur. Le discours littéraire se caractérise principalement par l'interaction qu'il propose entre les lecteurs et l'auteur, notamment, par exemple, par l'intermédiaire des personnages. Le lecteur participe à part entière à la signifiance du texte et il établit un pont entre ce qu'il sait déjà et ce qu'il va découvrir. Donc, disons que la lecture littéraire, dans une perspective interculturelle,
suscite l'empathie du lecteur, l'empathie avec l'autre, à travers une expérience affective personnelle. On parle souvent de ce goût de la lecture qui se serait un peu perdu, que nos élèves auraient un peu perdu. Je ne sais pas, oui, je suis d'accord d'un côté et de l'autre, j'ai des élèves qui sont encore des grands lecteurs. Deux considérations me paraissent très importantes ici. Déjà, on ne peut pas transmettre ce goût de la lecture si on n'est pas lecteur soi-même. Parce qu'en général, un professeur qui lit beaucoup, qui aime certains auteurs, un professeur passionné, arrive à transmettre cette passion. Et la deuxième considération concerne le travail interdisciplinaire. Donc, concerter, par exemple, avec le collègue d'italien, des unités didactiques ou des modules, permet de décloisonner l'enseignement, apprentissage et permet d'ouvrir à la lecture. Une troisième considération. Il faut choisir des lectures passionnantes. Par exemple, là, vous avez un exemple de ce roman qui est en fait un roman très intelligent, très bien écrit, par Nathalie Azoulay, qui a écrit une biographie, mais romancée, de Racine. Et le livre s'ouvre par une jeune femme qui a été quittée par son amoureux et qui trouve dans la lecture des tragédies raciniennes une forme de consolation. C'est un texte qui est très proche de la vie des élèves, qui suscite la curiosité, et donc c'est un moyen, ces pages de fiction contemporaine sont un moyen de rapprocher la vie du siècle littéraire de la vie des élèves et de la fiction contemporaine. Parce que ce qui compte est former des élèves qui, après leur bac, après la conclusion de leurs études en français et langue étrangère, aient encore la capacité, l'envie d'aller s'acheter un livre et en français et de le lire. Pour moi, c'est l'objectif le plus important. Là, vous avez par exemple Pierre Michon et son roman sur Arthur Rimbaud. Et il y a La fuite, le récit de la fuite de Rimbaud vers Charleroi, donc un texte très important pour comprendre des poèmes tels que Ma Bohème ou Au cabaret vert, par exemple. Là, il y a un autre exemple, mais je ne vais pas m'attarder, c'est la lecture d'une fable un peu moins connue de La Fontaine, Les deux amis, et la réflexion de Jean-Bertrand Pontalis sur l'amitié, très émouvante, très émouvante. Encore Des mains de l'aube, Victor Hugo, et dont le poème est hyper connu, ça fait partie des incontournables de la littérature française, mais ici, il y a les notes que Victor Hugo prenait avant d'écrire ce poème, et il y a, évidemment, il a pris des notes, il a écrit ses souvenirs de Léopoldine, de ses petites mains, donc c'est quelque chose de affectivement très très fort. On voit le manuscrit aussi. Ici, je vous montre comment, parfois, dans le manuel, développer et présenter un roman. Alors, l'étranger. L'étranger, on le fait tout le temps, Albert Camus, mais souvent, on ne trouve que la première page, aujourd'hui, maman est morte, et on doit raconter toute la synopsis. Ici, il y a 5 textes. Ce sont les textes qui correspondent au moment charnière du roman. Donc, il y a l'incipit, bien évidemment. Il y a le récit des obsèques de la mère de Meursault. Il y a le meurtre de l'arabe. Il y a le procès et il y a l'excipit. L'excipit. Donc, à travers ce parcours, on comprend aussi que l'étranger devient le lecteur même, parce que
l'écriture de Meursault change parce que les lecteurs qui étaient, on peut le dire, qui étaient méfiants au début vis-à-vis de Meursault, à la fin ne se retrouve absolument pas, ne peut absolument pas s'identifier avec la foule qui accueille le condamné à mort Meursault avec des cris de haine. Voilà un autre exemple de fiction contemporaine sur Napoléon et la bataille d'Eylau. Et voilà une autre page, une autre double page de littérature vis-à-vis. Je vais un peu vite, je passe un peu vite, mais après, vous aurez l'occasion de feuilleter le manuel. Là aussi, on compare le travail à l'usine, c'est un texte tiré de Memoriale de Paolo Volponi, et un texte tiré de cet essai magnifique, La condition ouvrière. Donc, ça peut se prêter à des réflexions, à une analyse, au repérage d'éléments, et ça peut aussi être utilisé, on peut demander aux élèves de trouver, par exemple, d'autres textes. Il y a le texte bien connu de Céline sur la vie à l'usine, dans les usines Ford, de trouver un document iconographique et de proposer eux-mêmes les 5 documents qui constitueraient un essai bref. Tout cela pour donner le goût de l'écriture. En effet, il y a plusieurs activités, des activités parce que écrire un essai bref ou même un commentaire complet, c'est long. Donc, il faut s'exercer à travers des activités un peu plus rapides, un peu plus qu'on puisse proposer en classe à travers un modèle en 3 étapes. Il y a donc une phase de planification, déterminer le contenu du texte, sa forme en fonction du destinataire. Ce moment de planification est très important parce que les élèves ne pourront pas faire de brouillon à l'italienne, mais ils pourront faire un brouillon uniquement pour ce qui concerne l'introduction et la conclusion. Et donc, le plan n'est pas quelque chose d'accessoire, mais c'est le moment fondamental. De plus, je souligne le fait que le l'essai bref, la pratique de l'essai bref, mais même la pratique du commentaire ne correspondent absolument pas aux habitudes d'écriture institutionnelle italienne et que donc un travail interdisciplinaire s'impose avec encore plus de force. Donc, selon notre modèle, la planification, la mise en texte et le retour sur le texte pour la révision, selon des recherches récentes, je dis, il est très important de proposer des expériences d'écriture partagée, que ce soit de l'écriture créative, que ce soit de l'écriture institutionnelle. Les élèves doivent avoir la possibilité de lire les productions de leurs camarades, de les réviser, de faire des remarques et d'apprendre, de créer une communauté qui travaille ensemble. Sinon, ça devient un travail vraiment très, très dur parce qu'on propose des épreuves qui sont difficiles. Donc, différencier les écritures créatives, et multiplier les écritures liées à l'expression de soi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos même de la lecture, et aussi préparer les apprenants à une épreuve d'examen. Voilà, j'espère avoir tout dit, plus ou moins. J'espère vous avoir donné une idée. Ici, vous avez un autre exemple pour le commentaire. Même pour le commentaire, on s'achemine très lentement. Par exemple, il y a des pages avec des tirants. Et là, vous voyez, on apprend aux élèves à faire des remarques. À côté, on apprend à construire le commentaire ensemble. Un autre exemple de commentaire. Et voilà un dernier exemple vers l'essai bref
Alors, on part d'une méthodologie qui s'apparente plutôt à une méthodologie B2, donc avec des textes d'actualité, de textes à comprendre par exemple, et voilà, comme dans le document 2, et ensuite en texte littéraire. Ça, c'est le chapitre du Moyen-Âge, où il n'est absolument pas question de faire un essai bref, mais où l'on peut commencer de manière guidée à observer les textes, à montrer aux élèves comment réfléchir autour d'un corpus textuel. Là, il y a un autre exemple sur le choc de culture et sur cette image du bonheur, parce qu'il est très important de donner, de transmettre surtout le goût de la beauté, de souligner que les langues ne sont pas uniquement au service de l'échange des biens et des prestations, mais aussi et surtout au service de l'échange des idées, et que les langues sont donc un vecteur d'universalisme. Voilà, je vous dis au revoir. Il y a peut-être quelques questions, je ne sais pas s'il y a des interventions ou des questions, je vais peut-être répondre. Je sais que la rédaction m'a transmis une question sur l'âge contemporain, qui sont les auteurs présentés. Alors, toujours guidé par cette idée qu'il faut surtout essayer de transmettre le goût de la lecture. Il y a, par exemple, des poètes très contemporains et même des auteurs qui ont publié, par exemple, en 2017, en 2016, des auteurs qui sont très lus en France en ce moment, tels que Malice de Kerangal, dont vous avez peut-être lu Réparer les vivants, Stéphane Odegui, Jean Rollin, et aussi Asia Djebar, Houellebecq, Christophe Echeno, Zanny Ernaux, etc. Donc, et tous les auteurs que vous trouvez dans les chapitres pour la fiction contemporaine aussi font partie du chapitre, font idéalement partie, mais même concrètement partie, du dernier chapitre. Donc, vous avez plusieurs échantillons de prose contemporaine. Donc, ça, pour répondre à cette question. Un'altra domanda, professoressa Mengoli. Entrambi i volumi dell'antologia sono così da una sorta di appendice di fiche metodologiche che non abbiamo ancora avuto modo di vedere. Ci può dire qualcosa su questi materiali? Sì, il y a là des fiches méthodologiques pour apprendre à analyser un texte. Donc, il y a comment, par exemple, non seulement, voilà, toutes les figures rhétoriques, le point de vue, la voix narrante, l'analyse des différents types de pieds, de vers, etc., etc., mais aussi des conseils sur comment, par exemple, présenter un exposé, comment présenter un auteur, comment présenter une période, toujours avec l'idée qu'il faut animer la vie de la classe de français langue étrangère. Donc, c'est un peu, il y a des fiches méthodologiques, celles que l'on trouve d'habitude, très soignées, effectivement, très, à mon avis, bien conçues et agencées, mais aussi des fiches méthodologiques sur comment travailler en classe. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ok. E direi che ci siamo, se non ci sono altri interventi. Grazie a tutti e arrivederci.